Bonjour à tous et bienvenue à notre cours intermédiaire sur l'orthopox virio-simienne, nommée aussi la variole du singe ou monkeypox. Dans cette section, nous donnerons un aperçu de la maladie en mettant l'accent sur l'épidémiologie de base et la prévention. À la fin de cette unité, vous serez en mesure de décrire le virus de la variole du singe, la maladie qu'il provoque et son mode de transmission, nommer les pays touchés, nommer et comparer les deux clades d'orthopox virus simien et décrire les stratégies de prévention. Alors, qu'est-ce que la variole du singe? La variole du singe ou l'orthopox virio-simienne est une zoonose, c'est-à-dire une maladie des animaux, dans le cas présent, principalement des petits rongeurs et des singes, dont le virus est transmissible aux êtres humains. Elle sévit principalement dans les forêts tropicales humides d'Afrique, mais comme nous le verrons plus loin, peut se propager à d'autres régions. En ce qui concerne les signes et symptômes, la maladie se caractérise le plus souvent par de la fièvre et une éruption cutanée. La maladie a un large éventail de manifestations cliniques, allant de l'absence de symptômes à la maladie et à la mort. La variole du singe a été identifiée pour la première fois chez l'homme en République démocratique du Congo en 1970, où des cas continuent à être signalés fréquemment, avec plus de 1000 cas présumés par an. Des cas ont été signalés depuis, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, à des intervalles variables, notamment au Cameroun, en République centrafricaine, au Gabon, en République du Congo, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. La première fois que des cas ont été documentés en Afrique hors des forêts tropicales fut en 2005 lors d'une flambée en République du Sud-Soudan où le virus avait été importé de la RDC. De manière similaire, au Bénin, le premier cas d'orthopox virio-simienne était un citoyen béninois qui était tombé malade au Nigeria en 1978 et était ensuite retourné au Bénin. En 2020, plus de 6000 cas suspects ont été rapportés en RDC. Cette diapositive indique les 4 pays hors d'Afrique vers lesquels la variole du singe a été exportée. En 2003, de petits mammifères porteurs de virus ont été importés du Ghana vers les États-Unis. Ces animaux originaires d'Afrique de l'Ouest ont été logés avec des chiens de prairie, petits mammifères vendus comme animaux de compagnie, et qui ont finalement provoqué 37 cas humains confirmés dans plusieurs États. Pour ce qui est de l'Europe, en septembre 2018, 2 voyageurs du Nigeria sont tombés malades de la variole du singe au Royaume-Uni. Un professionnel de santé a été infecté après avoir été en contact avec la literie hospitalière d'un des cas. Aussi en septembre 2018, un autre voyageur du Nigeria est tombé malade, cette fois-ci en Israël, élargissant encore l'étendue géographique de la maladie. Un événement similaire s'est produit à Singapour en mai 2019, au Royaume-Uni en décembre 2019 et en mai 2021. L'importation la plus récente au Royaume-Uni a entraîné la transmission de la maladie à 2 membres de la famille du patient. En juillet 2021, c'était au tour des États-Unis d'Amérique de signaler le premier cas de la variole du singe chez un résident qui avait voyagé au Nigeria. Nous pouvons nous attendre à ce que ces événements continuent de se produire. La surveillance de la variole du singe étant encore à son stade de mise en place dans certains pays touchés, le fardeau de la maladie n'est pas entièrement connu. Néanmoins, nous utiliserons les données disponibles pour illustrer les tendances émergentes de la maladie. Sur le graphique de gauche, nous pouvons voir le nombre de cas confirmés en Afrique occidentale et centrale, ainsi que les cas liés à un événement d'importation. À droite, on voit le nombre de cas présumés en République démocratique du Congo. Bien que la plupart des cas ne sont pas confirmés en laboratoire, un coup d'œil rapide aux chiffres montre qu'il semble y avoir une augmentation du nombre de cas signalés ou confirmés au fil des ans. Toutefois, pour avoir une vision plus complète, il faut aussi tenir compte de ce qui suit. La variole du singe semble faire son retour. Ces dernières années, le Nigeria, la Sierra Leone
et le Libéria ont signalé des cas confirmés 40 ans après la dernière occurrence connue du virus. Un fait consternant. L'étendue géographique de la maladie s'est également élargie en raison des exportations récentes par des animaux en provenance du Ghana et des voyageurs en provenance du Nigeria. Avec toutes ces considérations à l'esprit, il n'a jamais été aussi important de veiller à ce que la surveillance, la confirmation en laboratoire et le signalement des cas suspects de la variole du singe soient systématiques et exhaustifs. Les organismes vivants comme les virus se présentent souvent en clades, c'est-à-dire des groupements biologiques qui partagent certaines caractéristiques héréditaires. Dans le cas de l'orthopox virus simien, 2 clades génétiques distincts ont été identifiés. Un clade d'Afrique de l'Ouest et le clade du bassin du Congo, également connu sous le nom de clade d'Afrique centrale. Le Cameroun est le seul pays qui a connu des cas de variole du singe humain attribuables à 2 clades. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone n'ont signalé que des cas variants ouest-africains, alors que le Congo, le Gabon, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo n'ont été, jusqu'à présent, touchés que par des clades du bassin du Congo. Notons cependant que la différence de répartition géographique n'est qu'une des nombreuses caractéristiques qui distinguent un clade de l'autre. Par exemple, le clade du bassin du Congo est plus infectieux et peut provoquer des chaînes allant jusqu'à 7 transmissions en série. Le taux de létalité, c'est-à-dire la proportion de décès par rapport au nombre total de cas signalés, peut atteindre jusqu'à 11%. En revanche, le clade de l'Afrique de l'Ouest se caractérise généralement par une transmission interhumaine plus limitée. Il semble provoquer une forme plus légère de la maladie et n'entraîner un décès que dans 11 à 6% des cas. Mais comment le virus se transmet-il exactement? Et comment peut-on faire pour prévenir l'infection? Ces questions seront traitées dans les 2 prochaines diapositives. Pour commencer, voyons la différence entre une infection primaire et une infection secondaire. Dans le premier cas, le virus est transmis à l'être humain par un animal, c'est pourquoi on parle aussi de transmission zoonotique. On pense que cette transmission se produit principalement à la suite d'un contact direct non protégé avec des animaux infectés et des produits animaux contaminés. Par conséquent, les activités de chasse au gibier sauvage, également appelées viande de brousse, de dépeçage et de préparation des repas, sont toutes considérées comme des facteurs de risque de transmission primaire de la maladie. L'infection secondaire, quant à elle, fait référence à la transmission interhumaine. Cela peut notamment se produire lors de la prise en charge de patients malades, ce qui signifie que les professionnels de santé et les membres de la famille sont à risque. Les femmes enceintes doivent prendre des précautions particulières afin d'éviter l'infection, car nous avons constaté des cas où le virus avait été transmis de la mère à l'enfant à naître. Voyons maintenant comment la variole du singe se propage. Généralement, l'infection survient lorsqu'une personne entre en étroit avec le fluide corporel, des matières provenant des lésions ou de gouttelettes respiratoires d'animaux ou de personnes infectées. Outre le contact direct en face à face, on peut contracter la maladie de façon plus indirecte. Tout objet en contact avec le patient ou toute surface d'environnement ayant été contaminée par le virus, tels que la literie, vêtements ou équipements médicaux, peuvent également présenter un risque de transmission. Une fois qu'une personne a été exposée à des animaux ou à des personnes infectées, ou encore qu'elle a été en contact avec du matériel contaminé, le virus peut pénétrer dans son organisme de plusieurs façons, notamment par inhalation des gouttelettes par le nez ou la bouche dans les voies respiratoires, par contact avec des muqueuses comme l'œil et la bouche, par contact avec des lésions cutanées, par exemple à la suite d'une morsure ou d'une éraflure. Le virus peut pénétrer dans le sang même lorsque la lésion cutanée n'est pas visible à l'œil nu. Comme expliqué précédemment, la variole du singe est une zoonose contagieuse et représente un problème de santé publique pour les pays africains touchés. Heureusement, il existe des moyens de défense contre cette maladie, ainsi que des mesures qui permettent de réduire le risque d'infection que nous aborderons dans ce cours. Pour prévenir la maladie,
il est fondamental de sensibiliser les professionnels de santé et la population générale. Après tout, de nombreuses communautés à risque ne connaissent peut-être pas la variole du singe, comment elle se transmet ou ce qu'elles peuvent faire pour se protéger. Comme nous le verrons dans les unités suivantes, les informations clés peuvent être partagées via divers canaux adaptés au contexte local. Voici une histoire intéressante. Autrefois, la variole sévissait partout. En 1796, lorsque la vaccination contre la variole a été découverte pour la première fois, la nouvelle a été rapidement adoptée dans le monde entier. Ce puissant vaccin a donc été largement utilisé pour l'éradication de la variole, réalisée en 1980. Toutefois, après l'éradication, la vaccination a été arrêtée car elle n'était plus nécessaire. Depuis lors, le développement de vaccins antivarioliques s'est poursuivi afin d'être prêt et réactif en cas de réémergence de la maladie. Autrefois, on a constaté que le vaccin contre la variole offrait également une protection contre les autres orthopoxvirus. Pour cette raison, l'Organisation mondiale de la santé soutient l'utilisation antivariolique chez les personnes à risque d'infection par un orthopoxvirus, y compris l'orthopox simien, tel que le personnel de laboratoire qui pourrait être exposé. Des études de terrain sont également en cours pour évaluer l'utilisation du nouveau vaccin pour la prévention de la variole du singe chez le personnel de santé. L'OMS et ses partenaires s'efforcent de rendre ces nouveaux vaccins plus aisément disponibles à l'avenir. Il est évident que la sensibilisation est essentielle si l'on veut prévenir et contrôler efficacement la variole du singe, mais quelles informations faut-il diffuser au juste? Voici quelques-unes des mesures les plus importantes à prendre en compte pour éviter l'infection. Tout d'abord, il faut éviter tout contact avec des animaux malades ou morts. Il faut aussi s'assurer que les aliments contenant de la viande ou des parties d'animaux soient bien cuits avant de les consommer. Il faut éviter tout contact étroit avec des personnes atteintes de la maladie et, si possible, les isoler. Il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle au moment des soins pour éviter l'infection et à aucun moment il ne faut partager la literie, les vêtements ou les serviettes des personnes malades. Enfin, il va sans dire qu'il faut se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon, surtout avant et après avoir soigné ou rendu visite à des patients. Bravo, c'est la fin de cette première unité. Récapitulons. Nous avons vu d'abord la répartition géographique du virus en Afrique ainsi que son importation vers d'autres régions. Nous avons ensuite identifié deux clades distincts de l'orthopox virus simien et souligné certaines de leurs différences. Enfin, nous avons expliqué comment le virus se transmet et ce que l'on peut faire pour éviter l'infection. Si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à aborder la prochaine unité, téléchargez cette présentation ainsi que le texte et écoutez-la à nouveau. Sinon, vous pouvez passer à l'unité B, écologie et santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés dans cette unité, n'hésitez pas à consulter les liens suivants.